en quelques années, au cœur de cette révolution, il y a eu beaucoup d'actes posés qui ont prouvé, certainement, qui ont permis à ce que les peuples aujourd'hui, la famille panafricaniste, se rallient derrière ces hommes. Oui, ce sont tout ce qui est arrivé par la suite a, n'est-ce pas, suscité un ralliement, n'est-ce pas, de la plupart des panafricanistes. Il faut noter que peut-être qu'on n'en demande pas trop, peut-être qu'on en demande même moins, mais le problème, c'est que nos populations ont, comme je le disais tout à l'heure, un regard des Occidentaux sur la gestion de nos différents pays. Oui. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire, le développement est stratégique. Et il est pensé avant d'être implémenté. Et vous savez, dans un développement général, il y a ce qu'on appelle la conscience générale. Oui. Et la conscience générale, malheureusement, est fabriquée, est orientée. Aujourd'hui, j'ai eu l'amère expérience dans la plupart de nos pays africains, lorsque je me suis retrouvé dans des villes et même des villages, curieusement, ce que vous entendiez comme radio, c'était Radio France Internationale. Dans les taxis, un peu, dans les villages, mais vous n'en croyez pas vos oreilles. Et tout le monde détient un poste ou dans un taxi pour écouter. Notre capacité médiatique, je parle africaine, Oui. très faible, mais peut-être parce que nous n'avons pas compris que c'est un mécanisme d'asservissement et de manipulation des peuples, ou alors un mécanisme pour passer des informations et tenir des consciences. Mieux, les télévisions étaient plus ou moins. C'est-à-dire que quand vous voyez un Africain qui, en parenthèse, se dit émancipé ou alors a un peu de moyens, mais il a des chaînes de référence en matière d'information. Sauf que il ne pense pas que cette information qu'il reçoit est une information traitée et manipulée. Vous comprenez donc pourquoi, lorsque les pays de l'AES ont commencé en se disant que pour réussir vers la révolution, il fallait suspendre certains médias. Vous pouvez comprendre pourquoi. Ce n'était pas tout simplement parce qu'ils ont diffusé une information qui n'était pas vraie et autres, mais entre autres aussi, c'est que c'est des moyens par lesquels la plupart des États, Oui. parce que contrairement à ce qu'on pense, ces médias-là n'appartiennent pas à des privés. Ce sont des médias étatiques. Pour certains qui sont présentés comme des médias privés. Mais c'est parce que le développement stratégique de ces derniers impose qu'ils tiennent les populations africaines ou noires à un certain niveau, dont il faut utiliser ce mécanisme. La deuxième chose, vous avez une pilule d'ONG, curieusement, qui ne se trouve qu'en Afrique. Parce que voilà, et puis des ONG, on vous dit des ONG internationales, mais quand vous allez dans les pays sièges de ces ONG, il n'y a que le siège qui existe là-bas. Les actions de ces ONG, non, sont beaucoup plus basées en Afrique. Dans des villages, dans des ceci, dans des villes et un peu partout. Mais pourquoi, Madame Sike? Parce qu'en réalité, c'est des mécanismes de contrôle. Et il faut savoir que ces ONG qui ont obligation des rapports peuvent donner les tendances et dire attention, il y a déjà une modification de conscience qui arrive, rectifier le tir, parce que malheureusement ou heureusement pour eux, tout est stratégique et tout est pensé d'avance. Oui. Je vous le dis encore, il y a plus de 15 ans, du moins près de 20 ans, on ne me l'a pas dit. J'ai été consulté pour une étude. Cette fois, c'était une étude des Français qui repensaient leur présence en Afrique. J'ai dit il y a près de 20 ans. Donc vous voyez que quand ils ont commencé à repenser leur présence en Afrique, c'est qu'ils avaient déjà anticipé sur certaines choses. Sauf que il y a des données qui ont certainement véritablement changé et des choses qu'ils n'ont pas pu contrôler à temps. C'est pour cette raison
que nous nous retrouvons dans ce que nous avons aujourd'hui. Et il y a cet éveil des Africains qui, eux aussi, s'informent au quotidien, pas par les mêmes canaux. Alors, une des conséquences de Berlin, cette division de nos États en micro-États. Vous savez, même quand j'ai eu, je ne dirais pas l'opportunité, mais j'ai eu la chance de discuter avec un chef d'État un jour. Et pendant qu'on discutait, je lui disais, Monsieur le Président, les panafricanistes se plaignent. On ne comprend pas votre direction. Pourtant, quand on vous entend, quand on vous lit, dans le fond, vous êtes dans le combat depuis, avant même de devenir chef d'État. Ce chef d'État me dit, Monsieur le Président, Serge, je vais vous dire une chose. Malheureusement, malgré toute la volonté, seul, comme petit État, on ne peut pas grand-chose. Parce que vous avez le choix entre décider de punir votre population parce que vous prenez des décisions courageuses, c'est-à-dire, dès que je prends une décision maintenant, il déclenche tout le mécanisme financier mondial. On coupe les aides, on coupe ceci, le FMI arrive, la Banque mondiale arrive, et entre-temps, il faut que la population mange, il faut l'électricité, il faut, je n'ai pas les garde-fous, je suis seul, mes autres compères, les autres présidents, oui. Non, les autres présidents ne sont pas partants. Et je me retrouve seul avec le peuple. Qu'est-ce que je fais? C'était en réalité sa réponse pour dire que le manque de solidarité et le découpage de nos États en micro-États était pensé pour fragiliser nos États et nous asservir éternellement. Et c'est pour cette raison qu'il faut saluer la Confédération, qu'il faut saluer l'Alliance des pays du Sahel. C'est pour cette raison qu'il faut voir ce qui n'a pas été dit. C'est-à-dire qu'en agissant ensemble, on ne parle plus d'un petit État, on parle d'un groupe. Et il est difficile de tuer cela. Il est difficile d'abattre cela. Vous voyez, il y a quelques jours encore, il y a des accords qui ont été signés de ce côté-là pour supprimer le roaming. C'est-à-dire que si vous êtes au Burkina, au Niger et autres, bien sûr. Ben, maintenant vous parlez comme si vous êtes dans le même pays. Oui. Ben, il y a d'autres choses qui arrivent, qui feront en sorte que certainement on est en train d'aller vers une fédération. Combien de pays, ou alors quand d'autres pays vont rallier cette cause, mais Madame Siké, vous verrez que on sera véritablement en train d'avancer vers quelque chose d'incontrôlable pour eux. Parce que tant que nous restons des micro-États, c'est pour cette raison que nous avons appelé vivement à la création, n'est-ce pas, d'un État fédéral africain. Tout à fait. Tant que nous restons des micro-États, tant que nous ne pensons pas, et puis je vais revenir là-dessus, sur la révolution culturelle qui est très importante. Parce que quand on a pu vous montrer que c'est tout ce qui vient d'ailleurs, ou alors on a tué votre propre culture pour vous imposer une autre culture, mais on vous a détruit, on a détruit complètement l'ADN de votre identité. Vous n'avez plus d'identité. Et on ne peut pas réussir dans une véritable révolution sans passer par la révolution culturelle. C'est inévitable. La Chine et autres sont passés par là. Nous n'inventons pas cela. Il y a des pays en Afrique, quand vous y allez, vous êtes quand même surpris du développement, pourtant ces pays ne font pas la une. Dans ces pays-là, je vais éviter d'en citer ici, mais pour vous connecter sur Facebook, je ne sais pas trop, WhatsApp et autres, il vous faut forcément un VPN. Vous pensez qu'ils n'aiment pas leur population pour leur laisser dans ces réseaux sociaux? Non, parce qu'ils disent que la population ne doit pas tout recevoir. Il faut tout contrôler à un moment donné. Parce que à travers les réseaux sociaux, on n'apprend pas seulement, il y a beaucoup de dérives. Certains réseaux sociaux sont des agents, tout simplement. Des agents de communication. Non seulement on collecte vos données, mais on a l'entièreté de votre pensée, puisque vous les utilisez au quotidien. On sait comment vous réfléchissez et on sait comment vous donner des biscuits. On sait comment vous utilisez grâce à ces réseaux sociaux.
Parce que vous ne les contrôlez pas, ce n'est pas vous qui les avez fabriqués. Et celui qui est derrière la machine, ou alors les États qui sont derrière ces machines, savent où ils vont. Donc il est important de dire que ce qui se passe aujourd'hui, et je salue d'ailleurs l'apport des médias panafricains et bien d'autres, et tout cela, qui continuent dans ce travail pédagogique, parce que c'est un travail pédagogique important. Oui. Très important, il ne faut pas arrêter. Arrêter veut dire que vous acceptez que vous êtes vaincu. J'ai eu une autre fois, et je pense que j'étais avec certaines personnes sur ce plateau, un chef d'État qui me disait, mais écoutez, ce qui est fait sur le plan médiatique me protège plus que les armes de mes militaires. Comme pour dire que ce que vous faites sur les plateaux tous les jours porte des fruits et aide la révolution, facilite la compréhension de la révolution, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas ce qui se passe. Ils se disent non, c'est un coup d'État, non, c'est un coup de force, non, c'est ceci. Il y a des entrepreneurs dans ces pays-là qui disent non, je dois partir parce que les affaires ne prospèrent plus, ça ne marche pas depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, il faut. Et pourtant, une révolution a besoin d'une période de sacrifice. Parce que c'est une rupture fondamentale avec l'ancien système pour un nouveau forcément, et les gens sont obligés de laisser les plumes. Malheureusement. Les gens sont obligés de laisser les plumes. Dans la révolution culturelle, Monsieur Goudou, vous avez fait allusion au wax. Et le doyen rappelait que c'est fabriqué aux Pays-Bas, en Hollande. Mais ça vous montre tout simplement l'anticipation de ces gens sur nous. On sait que voilà, vous, à la base, le tissu pagne est africain. Oui. Donc voilà, les Africains pensent que le tissu pagne, voilà, ça participe de la culture vestimentaire. Oui. Mais on vous produit un truc qui, on se dit, bon, ça vous ressemble et tout. Et puis, vous êtes content. On vous l'envoie, on vous dit, voilà vos tenues. C'est pour montrer la capacité d'anticipation de ces gens. On pense jusqu'à vos repas. Jusqu'à vos repas, on pense, on anticipe sur le type de repas que vous devez avoir. Mais vous ne comprenez pas pourquoi c'est seulement chez vous qu'il y a les moustiques, mais ailleurs il n'y a pas de moustiques qui donnent le palu. Vous ne comprenez pas pourquoi c'est seulement chez vous. Et mais on vous l'explique scientifiquement. Que oui, parce que voilà vos conditions, la moustique femelle, machin truc qui fait tout ce qui donne le palu et tout ça, ça n'existe pas ailleurs, et tout un tas de trucs, c'est neutralisé et tout. On anticipe sur vos besoins. Vous connaissez-vous une maladie qui tue plus que la malaria, le palu? Mais vous pensez véritablement qu'on n'a pas de remède à cette histoire de paludisme? Pourquoi vous pensez que seuls les Africains, et en Afrique, malheureusement, doivent continuer à cohabiter avec le palu? Vous pensez qu'on ne peut pas éradiquer le palu complètement? En fait, c'est pour vous montrer qu'il y a une anticipation. Et par rapport à cette anticipation, ils prennent des mesures. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'il suffit de pleurer ou de faire des constats? Non. Il faut passer donc d'abord dans cette phase de sensibilisation qui a commencé depuis plusieurs années, et on se rend compte que plusieurs Africains suivent le courant. Oui. Aujourd'hui, des États suivent le courant, et ces États ont besoin d'être fortifiés. D'autres leaders ont besoin d'être touchés. Parce que faut pas croire que tous les chefs d'État qui sont là sont pour ce qui se passe aujourd'hui avec l'Occident. Faut pas croire à ça. Plusieurs sont prisonniers de leur fauteuil. Parfois parce qu'ils sont mal arrivés. Et même quand ils sont mal arrivés et qu'ils veulent se lever, ils regardent leur peuple. Dans le peuple n'est pas prêt. Ils regardent le voisin encore moins. Il se dit, mais seul, si je sais, je suis un homme mort. Je serais donc venu pourquoi? Donc il est important de continuer dans la sensibilisation et de ne pas croire que le fait d'invectiver nos différents chefs d'État va résoudre forcément le problème, va amener l'Afrique à entrer dans la révolution une fois.
Oui, certains sont évidemment des porteurs de sacs ou des, comment vous les appelez, des véhiculeurs de l'idéologie pro-occidentale en Afrique. Mais, au-delà, n'est-ce pas de cela, au fur et à mesure qu'ils comprennent que leur peuple ont compris les enjeux et sont en train de se libérer complètement, ben, ils se plieront à la volonté du peuple.